Bonsoir tout le monde, très content d'être avec vous ce soir. Je me nomme Pierre Lessard-Blais et je déclare officiellement cette séance du conseil d'arrondissement ouverte, séance du 22 novembre 2021, il est 19h08 et j'invite les élus à se présenter en commençant par la conseillère de Louis Riel. L'ordre habituel va être maintenu en fait, donc on va toujours y aller avec Louis Riel, Maisonneuve-Longue-Pointe, Hochelaga et Tétroville. Donc, Madame Zuniga-Ramos, la parole est à vous. Oui, bonjour, moi c'est Alba pour l'Uriel. Merci beaucoup. Maintenant, la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, bonjour, Alia Hassan Cornol, la nouvelle conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Ravie de ce premier conseil d'arrondissement. Madame Tocheva. Bonsoir, Dina Tocheva, secrétaire d'arrondissement. Monsieur le conseiller d'Hochelaga. Éric Allen Caldwell, conseiller municipal d'Hochelaga. Bonsoir. Et nous n'avons pas de représentant de Tétroville puisque le processus est toujours en recomptage. Pour ceux qui se posent des questions, il est peu probable que nous ayons un règlement du recomptage officiel cette semaine. Donc, on l'attend plus la semaine prochaine. Donc, le suspense va se maintenir et je dois dire que ça doit être une situation très difficile à porter pour mes collègues Suzy Miron et M. Julien Hainaut-Rattel. Donc, on est de tout cœur avec eux dans cette limbe politique qui doit quand même être difficile à porter. On a avec nous différents directeurs et membres du personnel de la Ville de Montréal. Je vais les nommer pour gagner un petit peu de temps. On a M. Serge Villandré, directeur d'arrondissement, M. Pierre-Paul Savignac, directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises, Mme Patricia Plante, directrice de la culture, sport, loisirs et développement social, M. José Pierre, qui sera à partir de ce soir, si tout va bien, directeur du bureau des projets et des services aux citoyens. On a aussi le nouveau commandant du poste de quartier 23 dans Hochelaga-Maisonneuve, le commandant Simon Trudel. On vous souhaite un chaleureux bienvenue dans le quartier. On a habituellement d'excellents commandants de postes de quartier au 23 et au 48 dans le quartier. Donc, on est très content d'entamer notre collaboration avec vous. Nous avons aussi au bureau des élus, des employés politiques qui sont Marie Depelteau-Paquette, ma chef de cabinet, Catherine Barbeau, Laurent Richer-Beaulieu, Ariane Généreux. Et j'espère n'avoir oublié personne. Vite de même, je ne crois pas. Et je m'en excuse si c'est le cas. Donc, on peut passer au point 10.02, soit l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par M. Éric Allen Caldwell, qui est bien là. Il est très occupé aussi, M. Caldwell. Donc, je propose, appuyé par M. Éric Allen Caldwell, d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement en retirant le point 40.09 et en ajoutant, après le point 30.01, le point 30.02, soit autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal, volet projet d'achat de mobilier ou d'équipements spécialisés. Donc, on pourrait passer au prochain point à l'ordre du jour, soit le point 10.03, c'est la traditionnelle déclaration des élus. Et nous commençons avec Madame la conseillère de Louis Riel. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au premier conseil d'arrondissement des Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour le présent mandat. Je tiens tout d'abord à remercier les citoyens et les citoyennes du district de Louis-Riel pour leur vote de confiance. Il est tout un honneur pour moi de vous représenter comme conseillère de la ville. Il va être important de travailler en collaboration avec les autres élus, peu importe leur allégeance politique, et c'est là tant au niveau de la ville-centre qu'au niveau local. Toutefois, je veux toujours travailler en premier lieu pour défendre les intérêts des Montréalais et des Montréalaises et des citoyens et citoyennes de l'Uriel en particulier. Je veux m'assurer que votre voix soit entendue.
Pendant la campagne, moi et mon équipe avons eu la chance de rencontrer des milliers de citoyens. Nous avons eu des échanges pertinents et utiles avec 40 organismes communautaires et avec de multiples citoyens coopératifs. Nous avons reçu l'aide de 175 bénévoles, dont notre directrice de campagne, que je remercie, Mme Francine Courtois. Je tiens à vous remercier et je tiens à remercier Mme Karine Boivin-Roy pour les 8 années qu'elle a données pour l'Uriel, en faisant un travail intègre et de proximité avec les citoyens et les citoyennes. Pendant la campagne, j'ai entendu vos préoccupations et j'ai bien pris note de vos idées. Vos demandes sont claires et je me permets de les résumer ainsi. Vous voulez que les districts soient plus sécuritaires et plus propres. Vous avez signalé des problèmes reliés à l'itinérance, à la consommation et vente des drogues dans les parcs, dans les stations de métro. Une grande majorité considère que certaines des modifications routières effectuées par l'administration précédente des projets Montréal ont affecté votre qualité de vie et c'est pour cela que vous demandez une gestion intelligente et écologique du réseau routier, ce qui implique entre autres une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes. Vous désirez pouvoir vous déplacer dans le secteur sans que cela soit un labyrinthe et éviter les déplacements en rond qui augmentent les gaz à effet de serre. Vous voulez que les artères commerciales soient revitalisées pour promouvoir les commerces de proximité. Vous voulez que les espaces verts soient protégés. Finalement, vous voulez réellement être consulté et que votre voix soit entendue avant l'implémentation des projets routiers, immobiliers ou autres qui vont avoir un impact sur votre qualité de vie, sur votre vie des quartiers. Je vous ai entendu et je vais travailler d'arrache-pied pour défendre vos intérêts. Dans une ville démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Ainsi, le travail de l'opposition officielle est indispensable pour équilibrer les forces et s'assurer du bon fonctionnement de la démocratie montréalaise. Finalement, ce soir, je suis soulagée d'apprendre que mes préoccupations et celles de M. Honoratel ont été entendues et que le conseil extraordinaire de mercredi qui visait à décider du budget de l'arrondissement va être rapporté à une date ultérieure où tous et toutes les conseillers pourront siéger. Il est très notre devoir, à Julien et moi, de veiller à ce que les intérêts des citoyens et citoyennes de Tétraville soient respectés. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. À la parole maintenant à la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, un peu de fébrilité dans l'air parce que pour ma collègue Tsuninga Ramos et moi, c'est notre tout premier conseil d'arrondissement en tant que nouvelle élue. Mais évidemment, je veux commencer ce premier conseil en remerciant très chaleureusement les citoyens et citoyennes de Maisonneuve-Longue-Pointe, de leur confiance, du message clair qu'ils nous ont envoyé en reconduisant Projet Montréal dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans Maisonneuve-Longue-Pointe. C'est un message clair pour avancer vers une transition écologique juste, équitable. On s'assure d'entendre les personnes qui sont particulièrement marginalisées dans nos préoccupations. C'est aussi un message d'inclusion et de diversité qui a été aussi très, très clairement lancé par l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Et c'est des sujets qui vont m'animer tout au long de mon mandat. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est un arrondissement qui est en pleine transition démographique aussi, où il y a énormément de populations immigrantes, de personnes racisées qui y vivent aussi aujourd'hui. Donc, je veux m'assurer qu'on entend ces voix-là dans les décisions qu'on prend. Et puis, évidemment, c'est un mandat clair qui est envoyé pour s'assurer qu'on continue à préserver la qualité de vie des citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Maisonneuve-Longue-Pointe quand on pense à des enjeux structurants de développement de transport, en lien avec les industries qui se développent dans le quartier. Donc, évidemment, comptez sur moi, comptez sur ma présence et comptez sur mon rôle nouveau pour faire entendre les préoccupations des citoyens et citoyennes de Maisonneuve-Longue-Pointe. Alors, merci. On a du travail, on a du pain sur la planche et on va se rebrousser les manches pour le faire.
Merci beaucoup, Madame Hassan Cournol. De mon côté, je tiens à saluer, premièrement, avant tout, remercier les citoyennes et citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui m'offrent un deuxième mandat fort à la tête de la mairie de l'arrondissement avec la même majorité qu'il y a 4 ans. C'est extrêmement apprécié. On continue de vouloir transformer la ville et se rapprocher d'une transition verte et juste pour notre ville. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au processus électoral, les candidats défaits qui vivent parfois des moments difficiles suite à cette défaite, mais sachez que votre participation à cet exercice essentiel est un incontournable et que vous avez permis, dans le fond, à créer un débat, brasser des idées. Ça nous a amené, la multiplicité des candidats nous a amené à nous dépasser en termes d'idées, en termes de présence sur le terrain et on vous en est très reconnaissant. Je souhaite aussi remercier tous les citoyens qui se sont déplacés pour exercer leur droit de vote. Je tiens à féliciter mes collègues élus, Éric Alan Caldwell dans Hochelaga, Alia Hassan Cournol dans Maisonneuve-Longue-Pointe, Alba Zuniga-Ramos dans Louriel et mes 2 collègues qui sont dans les limbes politiques du recomptage, Mme Suzy Miron et Julien Hénaud-Rattel, dont on connaîtra l'avenir politique là, probablement la semaine prochaine. Et justement, parlant de situation là, où est-ce que les élus ne sont pas, l'élu du district de Tétroville n'est pas encore connu. On a appris là, dernièrement qu'on ne connaîtrait pas tel que prévu son identité d'ici mercredi. C'est pour ça que suite à une discussion avec Julien Hénaud-Rattel et Suzy Miron, nous avons pris la décision de reporter le CA extraordinaire de l'adoption de budget au jeudi 2 décembre. Donc, c'est un nouveau mandat pour nous, un autre 4 ans. Tantôt, je faisais le compte. Si on a à peu près 25 questions de citoyens, 10 conseils par année, ça fait à peu près 1000 questions citoyennes par mandat. Bref, je suis prêt à entendre, écouter, discuter avec vous pour à peu près un autre millier d'interventions citoyennes pour les 4 prochaines années. Ceux qui disent qu'il manque de démocratie en politique municipale, eh bien, 1000 questions par année, ça fait pas mal, mais c'est aussi un grand plaisir de vous entendre, de travailler avec vous pour la transformation nécessaire de notre ville. C'est un mandat qui va se poursuivre. Il y a une certaine continuité, mais aussi de nouvelles idées qui vont se poursuivre. La continuité dans le sens qu'on continue à travailler pour la baignade à la promenade Belle-Rive, pour la piétonisation estivale de la rue Ontario, pour la transition climatique, mais aussi des nouvelles idées, du renouveau dans l'équipe, que ce soit avec l'arrivée de Mme Hassan Cournol et Mme Zuniga-Ramos. On arrive avec des nouvelles idées pour l'arrondissement. On va vous en parler davantage, mais tout ça est très enthousiasmant. Parlant de transition écologique, c'est au cœur de mon engagement. J'en ai parlé à des centaines, si ce n'est pas quelques milliers de personnes ces derniers mois. On va devoir on sait que la crise climatique, elle est là, elle est présente. Ce soir, il y a des gens qui vont nous parler du sol asséché sous leur maison qui amène leur fondation à craquer. Cet été, on a eu des canicules terribles. Présentement, en Colombie-Britannique, c'est les inondations terribles qui sont vécues. Bref, la crise climatique est là et on va foncer dans un mur. La grande question, c'est va-t-on foncer dans le mur à 100 km/h ou à 30 km/h? Si on entame tout de suite la transition écologique, eh bien, il y a plus de chances qu'on frappe le mur beaucoup moins rapidement que si on n'entame pas tout de suite la transition climatique. Et cette transition-là va devoir se faire avec empathie et courage. Empathie parce que la crise climatique nous touche tous, mais touche particulièrement les moins nantis, touche particulièrement les aînés dans les CHSLD qui n'ont pas d'air climatisé, les personnes qui vivent à plusieurs dans un 4,5 au 3e étage dans Hochelaga. Et bref, c'est les gens les moins nantis qui peuvent moins se protéger des aléas climatiques que la crise nous amène. Et courage, pourquoi? Parce que la crise climatique va nous forcer à modifier nos habitudes de vie
Et ça, c'est difficile. Moi-même, à chaque année, je me donne une résolution, j'essaie d'améliorer la personne que je suis et c'est difficile de changer nos habitudes et c'est ce que la crise climatique va exiger de nous. On n'aura pas le choix et donc on va essayer de le faire avec les gens, on va le faire de façon le plus intelligente possible, mais on va devoir aussi faire preuve de courage politique dans l'application de certaines réformes. Bref, la démarche du plan climatique localement est entamée. D'ici ce printemps, nous aurons un forum citoyen pour vous entendre sur la question des actions de ce qu'on peut faire en arrondissement pour atteindre notre objectif de réduction de 55 % de réduction de gaz à effet de serre à la Ville de Montréal d'ici 2030. Ça, c'est dans 8 ans. Donc, on doit agir maintenant parce que c'est le plus grand défi qui attend le milieu politique. En fait, c'est le combat de notre génération, cette transition climatique. Ce soir, entre autres, on va faire des modifications réglementaires qui vont favoriser le verdissement, la biodiversité, l'agriculture urbaine et la mobilité, entre autres au point 40.02 sur des points qui touchent l'écoparc industriel La Grande Prairie. Donc, c'est un grand plaisir de servir les gens de Merci Hochelaga Maisonneuve pour un deuxième mandat de 4 ans et on va le faire dans l'enthousiasme, la bonne humeur et la détermination. Monsieur Caldwell, représentant de Hochelaga, je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Moi aussi, c'est avec beaucoup de fébrilité, beaucoup d'enthousiasme que j'entreprends ce nouveau mandat. À tout seigneur, tout honneur, mes salutations à vous, Monsieur le maire, pour cette victoire resplendissante. Très hâte de travailler avec mes deux nouvelles collègues, Madame Hassan Cournol et Madame Zuniga Ramos. Très heureux de voir justement de nouvelles arrivées à notre conseil d'arrondissement, très hâte de travailler ensemble. Le travail collégial entre élus est une force, justement, une des forces de notre administration locale. Donc, j'envisage ce mandat avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de souffle, avec un élan aussi. Un élan qui a été un élan que vous m'avez donné dans les diverses rencontres que j'ai faites avec vous au cours des derniers mois, les diverses discussions sur comment venir asseoir cet héritage, cette tradition de bonne vieille solidarité ouvrière qu'on a dans Hochelaga et dans Merci Hochelaga Maisonneuve, comment répondre aux défis de la transformation de notre quartier de la ville. Bref, très hâte de me mettre au travail, très hâte justement de pouvoir discuter avec vous, citoyens, avec vous, employés de la ville, et avec vous, chers collègues élus, justement de ces différentes questions pour prendre des actions et amener des changements dans la vie de nos concitoyens. Aussi, et je m'étais promis de le faire, j'ai rencontré dans mon porte-à-porte M. X. M. X regarde les conseils d'arrondissement. Et M. X m'a dit ceci. M. Caldwell, des fois, vos déclarations, c'est un peu long, c'est un peu plate. Essayez de faire court, plus punché. Alors, M. X, défi relevé, je me donne ce défi pour le prochain mandat. Merci. Merci, M. Caldwell. Je ne me sens pas du tout visé par cela, mais des fois, dans l'enthousiasme, on s'emporte. Mes félicitations pour cette nouvelle résolution de votre part. Donc, on va poursuivre l'ordre du jour avec le point 10.04 et 10.05, soit les périodes de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Avant de commencer, je tiens à rappeler les règlements qui régissent cette période. Chaque personne inscrite à cette période a le droit de poser qu'une seule question avec une question complémentaire sur le même sujet. Les questions posées doivent se rapporter à une matière d'intérêt public sans préambule inutile et les questions portant sur le même sujet sont limitées à 3. Donc, on va avoir, comme d'habitude, le soutien de notre directeur d'arrondissement qui pourra porter la voix des citoyens en lisant leurs questions. Donc, M. Villandry, je vous laisse la parole pour la première question. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une première question de Mme Catherine Harel-Bourdon. Pouvez-vous intervenir sur la circulation de camionnage sur la rue Hochelaga entre Lapointe et Honoré-Beaugrand, qui n'est pas locale et qui va en augmentation avec les travaux de l'autoroute 25 et du pont-tunnel, ainsi que les entrepôts à venir dans Anjou? Merci beaucoup, Mme Harel-Bourdon, pour votre question. En effet, c'est un secteur qui, habituellement,
est interdit à tout camionnage, à l'exception du camionnage local. Avec les travaux en cours, il y a certains camions qui ont donc le droit de l'utiliser, mais à ce que je comprends de votre question, il y a plusieurs camions qui ne sont pas supposés y être, qui y passent quand même. Donc, je vais m'assurer, en fait, je vois que monsieur le commandant Trudel représentant du poste de quartier 23, je pense qu'il va soulever cet élément-là dont vous nous avez parlé ce soir avec la commandante du 48 et ils vont s'assurer d'avoir une bonne présence sur le terrain. Merci beaucoup, Mme Arelle Bourdon, pour votre question. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Une question de M. François Désy. Bonjour. Je demeure sur la section de la rue Mousseau que l'arrondissement vient tout juste de refaire, juste en face de l'école Saint-Justin. J'ai remarqué qu'à tous les matins et à toutes les fins d'après-midi, sauf les jours où il n'y a pas d'école, qu'il y a encore plusieurs parents qui stationnent leur auto aux endroits interdits pour laisser leur enfant à l'école. Comme la rue est maintenant beaucoup plus étroite, c'est devenu encore plus dangereux qu'avant pour les enfants. Incroyable, certains arrivent même à stationner en double. De plus, les dos d'âne ont disparu, ce qui fait en sorte que les autos circulent beaucoup plus rapidement qu'avant, bien plus que les 30 km/h indiqués sur les panneaux. Merci de prendre les mesures qui s'imposent pour rendre cet endroit sécuritaire. Merci beaucoup, M. Désy, pour votre question. En effet, la sécurisation des abords des écoles est essentielle. Rappelons-nous que 2 enfants par jour se font frapper aux abords des écoles au Québec et c'est inacceptable. Donc, de notre côté, suite à votre commentaire, on va s'assurer que quelqu'un des études techniques fasse un suivi de la problématique que vous soulevez. Je vais essayer d'y penser moi-même aussi. Et bref, on va analyser la question et s'il le faut, on l'apportera à notre comité mobilité pour faire des ajustements si nécessaire. Cela dit, je vois que le commandant Trudel aussi prend des notes, donc je crois qu'il va passer le message au commandant du 48, du poste de quartier 48 pour s'assurer qu'il y a une présence policière aussi qui assure la sécurité aux abords des écoles. Donc, merci beaucoup pour votre question, M. Désy. Monsieur Villandré, je crois que la question 3, on peut la sauter finalement, donc on peut aller à la question 4. C'est bien ça? D'accord, oui, puisque c'est une question qui a été résolue par la suite de discussion entre nos équipes. Donc, voilà. Donc, la question numéro 4, alors, de Mme Anne-Gaëlle Habib. Je vous remercie d'avoir essayé de mettre en place des mesures pour atténuer la circulation sur les rues Radisson et des Groseilliers, mais je me questionne. En effet, en quoi mettre de la couleur sur des places de stationnement agit sur une limitation naturelle de la vitesse? N'est-ce pas plus efficace et logique de le faire sur la rue directement? Il me semble que le problème est davantage avec les voitures qui roulent que celles à l'arrêt. Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet. Oui, bonjour Madame Habib, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Personnellement, là, je n'ai pas vu les ajustements qui ont été faits ces dernières semaines. Je crois que ce que vous parlez, c'est du marquage au sol pour ce qu'on appelle des saillies virtuelles et selon ma compréhension, des bollards, ils seront ajoutés. Comme on s'est toujours dit depuis, je crois, le mois de mai ou juin dernier, où est-ce qu'on a commencé à travailler sur ce dossier-là, on va faire un processus d'amélioration continue pour nous assurer que les rues Radisson et des Groseilliers soient les plus sécuritaires possibles. Donc, on continue de faire les aménagements nécessaires et s'il y a des bonifications à faire pour 2022, ça va nous faire un grand plaisir de le faire, mais je vais m'assurer que les équipes techniques aient entièrement terminé leurs travaux sur ce coin le plus rapidement possible, en fait, parce que la neige s'en vient très rapidement. Merci, Mme Habib, pour votre mobilisation sur ce dossier. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, donc la question numéro 5 était justement pour confirmer le fait que la question 3 avait été résolue. Donc, je la lis, c'est une intervention de Mme Carole Picard.
Demande de reconnaissance de l'école de taekwondo Laurent de Tex. Julie Attis a demandé à poser une question relativement à la demande de reconnaissance de l'école de taekwondo Laurent de Tex. Comme nous avons eu confirmation de la reconnaissance aujourd'hui, Mme Attis ne participera pas au conseil d'arrondissement et ne posera aucune question. Merci. Carole Picard, secrétaire trésorière de l'école de taekwondo Laurent de Tex. Merci, Mme Picard. Prochaine question. Donc, on enchaîne avec une question de M. Gabriel Bourgeois. Bonsoir à tous. J'aimerais premièrement féliciter M. Le Sablet pour sa réélection et saluer M. Hénaud-Ratel. En ce qui concerne le projet pilote de permis de déneigement, j'aimerais savoir pourquoi il est nécessaire de se procurer un permis pour déplacer la neige d'une ruelle. La ruelle est sur le terrain de la ville. Nous ne parlons pas ici de prendre de la neige sur un terrain privé et la déposer sur la voie publique. Nous parlons de prendre la neige sur la voie publique et la déplacer plus loin sur la voie publique. Pourquoi nous devrions payer un permis pour cela? Je trouve ça injuste et incohérent avec le but du projet pilote qui est de faire payer ceux qui déposent leur neige sur la voie publique. Et finalement, j'aimerais juste rappeler que si les ruelles ne sont pas déneigées par les citoyens, l'accès de secours par l'arrière de beaucoup d'habitations est inaccessible durant tout l'hiver en cas d'urgence. Merci pour vos lumières. Merci, M. Bourgeois, pour votre question. Donc, ce que j'en comprends, c'est que, donc là, on parle, comme la grande majorité des ruelles de l'arrondissement ne sont pas déneigées par la ville. Écoutez, je pense qu'on pourra prendre je ne suis pas sûr de très, très bien comprendre là, votre question. Ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec vous là, prochainement pour clarifier la chose. Merci, M. Bourgeois. Et M. Villandry, on va aller à la prochaine question. Une question de M. Sylvain Proux. Mon sujet n'est pas à l'ordre du jour. L'ancien cinéma Paradis est à l'abandon depuis plus d'une décennie. Depuis, à plusieurs occasions, des citoyens ont demandé sa démolition, dont la plus récente demande, et ici on fait référence à une pétition sur le site Change. Nous aimerions connaître ce que le maire d'arrondissement compte faire pour régler ce problème persistant, et plus précisément si vous comptez élaborer un plan d'action incluant un échéancier dans les plus brefs délais. Vous comprendrez l'exaspération des citoyens du quartier, plus de 10 ans tout de même. Salutations respectueuses, Sylvain Proux. Merci, M. Proux, pour votre question. Je partage avec vous une grande frustration par rapport à l'ancien cinéma Paradis. C'est une vraie verrue dans notre quartier. Vous devez savoir que les pouvoirs de l'arrondissement en termes d'intervention sur un bâtiment se limitent à la sécurité publique. Donc, les pompiers de la Ville de Montréal et les inspecteurs de l'arrondissement se déplacent régulièrement à l'ancien cinéma Paradis pour nous assurer qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité qui mettent en danger les citoyens qui marchent aux abords du cinéma Paradis. S'il n'y a pas d'enjeu de sécurité, l'arrondissement ne peut pas forcer un propriétaire privé à détruire son bâtiment. Ce ne sont pas des droits que nous avons en tant qu'arrondissement. Cela dit, nous sommes très actifs pour la revitalisation de la rue Hochelaga et des Ormeaux. Vous l'avez probablement vu, on parle d'une quinzaine de nouveaux commerces en 3 ans. Le super beau projet de Balcon Bleu qu'on a monté avec l'Association de commerçants de Tétroville qu'on soutient aussi. Donc, on est en train aussi de refaire le zonage de la rue pour nous assurer que le commerce local soit fructueux pendant les prochaines années. Et bien sûr, cela inclut notre stratégie de zonage, inclut bien sûr le projet du cinéma Paradis. Je ne sais pas si vous suivez nos conseils d'arrondissement, mais à peu près à tous les conseils d'arrondissement, il y a un projet particulier où est-ce qu'un promoteur nous demande de modifier d'une certaine manière son projet. M. Goudzo a déjà eu un projet particulier qui a été voté favorablement par le conseil d'arrondissement. En 5 ans, il n'a pas utilisé son projet particulier. Ce projet particulier-là est donc un peu mort au feuilleton parce qu'il n'avait jamais été utilisé par M. Goudzo. Mais on est toujours intéressé à travailler avec lui pour développer un projet qui soit
structurant pour la rue Hochelaga des Ormeaux. Et on ne laissera pas tomber ce projet-là, mais l'arrondissement non plus n'a pas de pouvoir de baguette magique pour faire disparaître par enchantement ou transformer complètement ce bâtiment lorsqu'il n'y a pas de collaboration de la part du propriétaire. Merci, M. Proulx, pour votre question. M. Villandré? Une question de Kathleen Lapointe. Bonjour. Nous sommes un groupe de citoyens qui habitons sur la rue Bossuet, entre la rue de Marseille et Pierre de Coubertin. Et nous aimerions vous faire part des impacts qu'ont les changements que l'arrondissement a apportés au cours de la dernière année. Voici les sujets. Premièrement, sens unique vers l'est sur la rue de Marseille. Deuxièmement, autoroute pour vélo sur la rue de Marseille. Troisièmement, fermeture des rues Louis-Veuillot, Lacordaire et Mont-Sabré à l'intersection de Pierre de Coubertin. Et quatrièmement, un rack à vélo installé sur la rue Bossuet. Ces changements ont grandement dégradé notre qualité de vie et nous aimerions que l'arrondissement prenne le temps d'analyser et d'évaluer leurs impacts. L'objectif est de trouver des moyens pour faciliter nos déplacements et rétablir un équilibre pour la cohabitation des cyclistes et des automobilistes de notre quartier. Est-ce possible de nous indiquer comment procéder et ou de nous référer à quelqu'un qui prendra le temps de nous rencontrer et de trouver des solutions? Oui, merci Madame Lapointe pour votre question. Vous abordez plusieurs éléments. Là. La question du carré NDV, carré Notre-Dame-des-Victoires, lorsque vous parlez de Louis-Veuillot, Lacordaire, Mont-Sabré, c'est un projet qui est entériné depuis quand même quelques années. En fait, nous avons rencontré plusieurs personnes très satisfaites de ces modifications-là et prochainement, les bollards, les jerseys de béton seront remplacés par des aménagements beaucoup plus agréables à l'œil et beaucoup plus pérennes. Donc, et à voir de quelle manière ce coin-là est utilisé par les enfants et leurs parents, eh bien, je pense que c'est mission réussie. Pour ce qui est de l'importance d'avoir un lien cyclable de qualité entre Mercier-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve jusqu'au centre-ville, je pense que c'est essentiel que les gens aient un meilleur accès, qu'il y ait au moins une piste cyclable sécuritaire pour que quand tu habites Mercier-Ouest, tu n'aies pas à descendre jusqu'à Notre-Dame pour aller vers l'ouest en vélo. La piste cyclable Notre-Dame, c'est douteux, disons-le. Et pour faire du vélo en famille, pour amener les jeunes à se transporter en vélo, c'est pas une piste qui est vraiment géniale et c'est un immense détour aussi. Donc, la piste de Marseille permet un lien direct entre Mercier-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve. Je comprends qu'elle a un impact sur les utilisateurs de l'automobile, mais cette piste-là, elle est sur le plan de déplacement de la Ville de Montréal depuis 2009. Et c'est pas pour rien qu'elle était là depuis plus de 12 ans. C'est parce qu'elle a une grande nécessité et que c'est reconnu depuis l'administration de Gérald Tremblay, c'est tout dire. Donc, écoutez, je sais... Je ne sais pas quoi dire de plus. On en a parlé abondamment ces derniers mois, ces dernières années. Et si vous avez des éléments plus précis sur lesquels vous voulez qu'on agisse, vous pouvez nous écrire. Sinon, cette piste-là, elle est là pour rester. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Monsieur Villandré? Question de Mélanie Laforce. Vu sa popularité, envisagez-vous une augmentation de la capacité du budget dédié ainsi que sa répartition pour l'accès au programme Redoplex en janvier 2022, et ce afin de répondre aux besoins urgents des citoyens aux prises avec les conséquences désastreuses sur nos bâtiments causées par les sols argileux de l'arrondissement et les changements climatiques? Merci, Mme Laforce, pour votre question. En effet, l'assèchement du sol dans Tétroville amène des conséquences désastreuses pour des propriétaires, particulièrement des nouveaux propriétaires qui se vont imposer des travaux de 50, 100, 150 000 $. J'ai rencontré des dizaines de personnes dans cette situation-là pendant la campagne électorale et je veux me mobiliser avec vous pour qu'on trouve des solutions. Donc, pour ce qui est de la question de la modification du programme Rénoplex, ce n'est pas une responsabilité de l'arrondissement, mais plutôt de la Ville-Centre. Cela dit, je me suis déjà engagé auprès de certains citoyens de Mercier-Est et je me réengage ce soir à discuter avec, dans les prochaines semaines avec le responsable
au comité exécutif de l'habitation pour voir comment est-ce que le programme Rénoplex peut être bonifié pour répondre aux besoins des gens qui vivent les aléas climatiques liés avec la crise climatique telle que vous. Il va falloir aussi, bien sûr, interpeller Québec et Ottawa parce que ça ne peut pas être juste la ville qui finance ces nouvelles problématiques-là de conséquences de la crise climatique. Et ça va me faire plaisir aussi là, de discuter avec votre groupe pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'arrondissement, sur la qualité du sol et faire la vérification sur qu'est-ce qu'il y en est avec l'état du sol dans notre arrondissement. On entame les discussions sur cette question-là dès cette semaine. Donc, moi, ce que je vous encourage, Mme Tumilo, c'est de vous constituer en groupe de citoyens qui vivent la même situation pour qu'on puisse se parler de façon la plus efficace possible et que les échanges d'informations se passent bien. Et je pense qu'on pourrait peut-être aussi organiser là, en décembre, ce ne sera pas en novembre, mais en décembre, une rencontre avec les citoyens qui vivent la situation pour en parler en long et en large puis définir différentes stratégies pour vous soutenir. Donc, on va se rencontrer, Mme Tumilo, je pense que ça va être plus simple comme ça. On organisera une rencontre avec les citoyens qui vivent cette situation-là. Donc, merci beaucoup pour votre question. Monsieur Villandré? Oui, question suivante de Mme Émilie Toumillot. Je m'appelle Émilie, je travaille pour CGC Incorporé. Nous fabriquons des produits de gyps et nous avons récemment mis en place une machine pour recycler nos déchets de gyps. Nous aimerions pouvoir collecter et recycler les déchets des chantiers de construction en plus de la production qu'on fait déjà. Mais la loi ne nous le permet pas car nous sommes dans un secteur qui ne peut pas avoir d'usine de gyps. La loi a changé après qu'on se soit déjà installé. C'est pour cela qu'on peut continuer à produire nos produits. Est-ce qu'on peut rendre la loi plus flexible ou obtenir un permis qui va améliorer l'environnement? À l'est du Canada, c'est illégal d'apporter ces produits de gyps dans un site d'enfouissement. Il faut les recycler. Ce permis nous permettra de recycler ces produits quand la loi passera ici au Québec dans le futur. Merci. Tantôt, je m'excuse, j'ai parlé de Mme Laforce et j'ai dit Mme Tumilo. Désolé, Mme Laforce. Mme Tumilo, nous avons reçu à ce qu'on m'indique, 17 courriels identiques dans les 3 dernières semaines. Comme à chaque fois, on vous réfère à la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises pour déposer une demande de projet particulier. C'est un processus qui est possible, mais vous devez vous référer à la direction de l'aménagement urbain, dont le directeur est M. Pierre-Paul Savignac. Donc, on vous y réfère. Merci beaucoup, Mme Tumilo, pour votre question. Prochaine question, M. Villandré, s'il vous plaît. Question de Marc-André Dinel. Outre l'émission et l'acceptation de plans et permis de construction, qu'est-ce que la Ville a fait et comment la construction des cours Belle-Rive sur la rue Notre-Dame est encadrée, surveillée et mesurée durant les travaux? Tout spécifiquement, durant le dynamitage et l'enfoncement des pieux de fondation. Il y a eu de nombreuses secousses et souvent ressenties comme de gros tremblements de terre dans un bon périmètre entourant le chantier. Il y a eu qu'un seul bâtiment monté jusqu'à maintenant et on est tous nerveux de la suite, surtout avec les changements climatiques qui ont sévi en 2021. Toutes ces secousses n'aident en rien le patrimoine et nos maisons. On ne peut ignorer ceci dans les causes des dommages que la plupart des maisons ont subis dans le voisinage. Merci de nous éclairer sur le contrôle et le suivi qui se fait dans ces gros chantiers de construction dans notre quartier. Merci, M. Dinel, pour votre question. Comme on s'est dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, on s'est parlé au téléphone et c'est très important pour moi de vous soutenir dans cette situation difficile. Nous allons nous rencontrer, là, les élus et les citoyens qui vivent la situation pour regarder le portrait d'ensemble sur la question très spécifique des méthodes de construction et de démolition. J'ai appris ces dernières heures que les municipalités ne sont pas responsables des surveillances de surveillance des méthodes de construction et de démolition.
et que les municipalités n'ont pas le pouvoir d'encadrer la façon de pieuter. C'est la Régie du bâtiment du Québec qui en serait responsable et qu'ensuite les litiges doivent se régler entre deux personnes privées. Donc, des inspections ont eu lieu sur le site suite à vos différentes interpellations de l'arrondissement. Selon nos pouvoirs, les activités étaient conformes et ça me fera un grand plaisir là, quand on s'assoira ensemble avec les citoyens, on s'assurera que la direction de l'aménagement urbain soit présent pour vraiment qu'on aille dans les détails de qui peut faire quoi. Mais merci, M. Dunel. On ne lâche pas et on se rencontre prochainement. M. Villandré. Question de Zoé Grenier-Laroche. Bonsoir. Nous sommes nouvellement installés dans le quartier et avons remarqué le très beau travail de verdissement qui a été fait sur la rue Adam aux intersections avec les saillies de trottoirs verdis. Nous nous demandions par contre pour quand étaient prévues ces installations pour l'intersection Adam et Moreau qui semblent avoir été oubliées. Les habitants de la rue pourraient en bénéficier puisque le trafic est un peu lourd sur notre rue et plutôt rapide. Merci et bonne soirée. Merci, Madame Grenier-Laroche, pour vos bons mots sur notre travail de la rue Adam. On prend tous les bons commentaires. Et en fait, c'est pas qu'on ne s'est pas rendu au coin Adam et Moreau, c'est que les travaux, c'est pas qu'on vous a oublié, c'est qu'on ne s'est pas rendu. Les travaux qui étaient faits par la Ville de Montréal ne se rendaient pas jusqu'à la rue Moreau sur Adam. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par le passé, la Ville de Montréal a été immensément critiquée parce qu'on ouvrait, fermait régulièrement sur le même site. On faisait des travaux qui n'étaient pas coordonnés. Maintenant, la grande majorité des travaux sont coordonnés. Et maintenant, lorsqu'on fait une intervention sur la rue, sur les trottoirs, eh bien, généralement, c'est coordonné avec Hydro-Québec, Gaz Métro, l'Aqueduc, les égouts, la voirie, etc., la commission électrique, et on fait tout d'un coup. Et quand on refait, on refait mieux. Donc, c'est pourquoi on fait des saillies. On veut en faire plus, on veut verdir plus, on veut améliorer la sécurité. Cela dit, sur votre coin de rue, on aimerait faire des mesures d'apaisement de la circulation qui soient plus légères et plus flexibles que des grosses interventions de saillies de trottoir. Je vous encourage donc à m'écrire un courriel plus détaillé sur la problématique que vous vivez au coin de Adam et Moreau et on pourra voir là, au comité de mobilité si on ne peut pas améliorer la situation sur le sentiment de sécurité et le verdissement sur ce coin de rue-là. Donc, écrivez-moi un courriel avec les détails, s'il vous plaît. Ça va me faire un grand plaisir de regarder ce qu'on peut faire pour améliorer notre qualité de vie. Monsieur Villandré, prochaine question. Question de Christopher Carletti. Je demande aux élus d'inscrire dans le règlement de l'arrondissement, dans la rubrique nuisances sonores, l'interdiction d'utiliser des dispositifs à ultrasons dans les cours arrière, les balcons, les ruelles et les aires ouvertes, ainsi que de fournir les moyens techniques et financiers au personnel de la Ville pour veiller à l'application de ce nouveau règlement pour l'année 2022. Oui, merci, M. Carletti. Écoutez, c'est la première fois qu'on me fait une telle demande, là. Je vous avoue bien naïvement, bien candidement que je n'ai aucune idée si l'arrondissement a le pouvoir légal ou la compétence de réglementer les ultrasons. Et je n'ai pas d'idée non plus si on a les moyens de faire respecter un éventuel règlement. Est-ce que M. Pierre-Paul Savignac, directeur de l'aménagement urbain, est-ce que vous avez des connaissances sur ce type de dossier-là ou on va falloir qu'on revienne plus tard à M. Carletti? Bonsoir, M. le maire. Pour répondre à votre question, j'aimerais avoir des précisions quant à ce qui est référé là, dans la question aux ultrasons. Ce n'est pas ma compréhension qu'on peut intervenir. On peut intervenir sur, bien sûr, sur le bruit s'il dépasse certaines normes qui sont fixées au règlement. Mais là, on parle d'ultrasons, donc c'est quelque chose qui est différent. J'aimerais donc en savoir plus pour pouvoir répondre adéquatement. Pourrez-vous écrire un courriel à M. Carletti pour faire le suivi de sa demande? Merci, M. Savignac, c'est très apprécié. Donc, voilà, M. Carletti, on va faire le suivi avec vous dans les 2 prochaines semaines. Merci, c'est apprécié.
Donc, j'espère qu'au moins, là, on vient de fermer les fenêtres, il fait froid. J'espère que ça ne se rend pas dans votre cuisine quand les fenêtres sont fermées. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Question de Maryse Ganon. Depuis plusieurs mois, les citoyens et citoyennes de Mercier-Est multiplient les sorties médiatiques pour partager leur expérience avec les fissures et les affaissements qui deviennent de plus en plus apparents dans le quartier. En août, une pétition citoyenne a été lancée afin de demander aux élus municipaux ce dont ils comptent faire pour aider les citoyens vivant avec des fissures généralisées dues au sol argileux de l'arrondissement. Durant la campagne, de nombreux citoyens et citoyennes ont demandé de rencontrer le maire sortant, et ce sans succès. Plusieurs doivent donc se retourner vers le pieutage, puisque la subvention offerte par la Ville de Montréal pour ce genre de travaux est terminée pour l'année en cours. Nos voisins de Pointe-aux-Trembles et de Louis-Riel vivent la même situation. Qu'est-ce que votre administration compte faire pour aider les citoyens et citoyennes pris avec ces problèmes de fissures, ainsi que de préserver les immeubles de l'arrondissement? Oui, merci Mme Ganon pour votre question. Je sais que des citoyens se sont rencontrés au mois d'octobre. Personnellement, je n'avais pas vu d'invitation à cette rencontre-là. Peut-être qu'il y en a eu que quelqu'un qui a envoyé quelque chose, ça s'est perdu à quelque part. Cela dit, j'ai parlé à plusieurs citoyens de la situation pendant la période électorale et il est toujours possible, contrairement à ce que vous dites, là, à partir de 2022, à partir de janvier 2022, la subvention Rénoplex va être renouvelée. Donc, il sera possible pour les gens qui appliquent à la subvention d'avoir accès à la subvention pour des rénovations à la Ville de Montréal jusqu'à temps que les sommes soient épuisées. Donc, cette année, je pense que ça s'est terminé au mois de juin, juillet, les sommes. On doit se le rappeler, là, avec la pandémie, les travaux de rénovation ont explosé à Montréal. Les prix des matériaux, le prix du bois, les compagnies de construction, tout le monde a été débordé en termes de rénovation. Donc, aussi, les sommes liées à Rénoplex ont, elles aussi, été épuisées plus rapidement là, que prévu. Donc, on va organiser une rencontre, Mme Ganon, pour nous assurer de vous soutenir dans la situation. Cela dit, l'arrondissement n'aura pas réponse à toutes vos questions. Comme j'ai dit à plusieurs citoyens, il va falloir qu'on agisse sur vérifier qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes d'analyse du sol. Qui est capable de faire ces analyses-là? Est-ce que c'est l'arrondissement? Est-ce que c'est le ministère de l'Environnement? Je ne le sais pas, mais il faut voir qu'est-ce qu'il en est selon moi. Deuxièmement, la bonification ou la modification du programme Rénoplex ou d'un autre type de programme qui viendrait soutenir les citoyens aux prises avec des aléas climatiques tels que vous. Et oui, donc troisièmement, une rencontre pour faire le suivi des différents éléments, des questions techniques comme la question de M. Dinel. Donc, on va essayer de se rencontrer là, dans les prochaines semaines pour s'assurer que tout cela on puisse vous soutenir le plus possible dans cette situation très difficile, particulièrement et que la crise climatique envenime fortement. J'ai eu plusieurs longues discussions et je comprends l'impact que ça a sur votre vie. Donc, merci beaucoup pour votre question. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Question de Christine Paquette. Monsieur le maire, félicitations pour votre deuxième mandat. Aux dernières nouvelles, vous ne vous opposeriez pas au retour du trajet de la 32 sur son parcours sans faute. La STM mentionne aux plaignants qu'elle préférait l'ancien trajet. Ce nouveau parcours est extrêmement dérangeant sur une petite rue résidentielle étroite. Comment se fait-il que l'appréciation des citoyens soit demandée pour des rues ludiques et que d'autre part, vous semblez complètement nier le problème de la 32 changée sans préavis? Quand pourrons-nous compter sur le maire pour apporter des mesures de mitigation? Nous avons des idées. Nous sommes à 1 minute 3 secondes de l'école à pied. Les enfants de notre rue sont-ils de bas niveau? N'êtes-vous pas pour l'apaisement? Où en est la demande d'installation de dos d'âne sur la rue Lacordaire qu'un groupe de citoyens vous a adressée? Meilleures salutations. Oui, merci, Mme Paquette, pour votre question. Écoutez, les enfants de votre rue ne sont pas de bas niveau. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Ça fait plusieurs fois que je le répète. La situation a été causée lorsque, après des années de demande de l'école,
on a installé des dos d'âne et suite à ça, la STM a modifié le tracé parce qu'elle n'apprécie pas que les autobus passent sur des dos d'âne pour des questions de sécurité des usagers, de qualité de santé-sécurité pour les travailleurs et de respect de leur équipement pour assurer la plus longue durabilité des autobus. Si la STM souhaite ramener le tracé devant l'autobus, devant l'école, ils peuvent le faire, c'est leur droit. C'est parce que c'est suite à l'installation des dos d'âne qu'ils ont demandé à changer. Donc, la STM, si elle veut vraiment changer son trajet, ben, elle peut elle peut nous l'écrire. À chaque fois qu'on leur a demandé formellement si c'était le cas, ils nous ont nié cette situation-là. Donc, qui dit vrai, je ne le sais pas. Et ensuite, pour une demande d'eau d'âne sur l'accordaire, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Je vous encourage à faire une demande au 3-1 avec un numéro de référence, un numéro de suivi. Et ensuite, on peut faire un suivi sur vos dossiers. Mais je n'ai pas sous la main toutes les demandes de dos d'âne à travers l'arrondissement, mais on veut en mettre le plus possible pour apaiser nos rues. Donc, première manière de faire, contactez le 3-1 avec votre numéro de référence. Et ensuite, quelques semaines plus tard, vous pouvez contacter vos élus avec le numéro de référence pour nous demander où en est le dossier. Merci beaucoup, Mme Paquette. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Question de Nicolas Gagnon. Bravo pour la sécurisation des déplacements autour des écoles de Tétroville. Par contre, l'humain étant ce qu'il est, j'ai vu que des parents attendent encore dans leur auto devant l'école, dans la bande cyclable sur Tellier et de Tech, ce qui est interdit par la loi et affecte négativement la sécurité des déplacements actifs autour de ces écoles. Il serait peut-être pertinent d'installer des bollards ou autres éléments de séparation de voies. En deuxième lieu, pourrait-on maintenant s'attarder à la sécurisation des déplacements actifs sur la rue de Grosbois? Je vois beaucoup d'enfants se déplacer en vélo, en trottinette, en planche à roulettes et quelques-uns en patin à roulettes sur une rue désignée comme une chaussée partagée pour se rendre à l'école Saint-Justin ou le métro. Nous savons tous que ce type d'aménagement ne vaut rien. Pouvez-vous planifier pour le plan cyclable 2022 un aménagement sécuritaire pour les déplacements actifs semblable à celui de la rue de Marseille? Merci beaucoup, M. Gagnon, pour votre question. En tout cas, si on faisait la même chose que sur de Marseille, ça ferait jaser. J'ai bien l'impression, mais je suis content qu'elle fasse aussi des jaloux, cette belle rue de Marseille. Donc, écoutez, M. Gagnon, c'est beaucoup d'éléments dans une question. Oh, à vos souhaits, M. Savignac. J'ai quand même fait un saut, je vous avoue. C'est beaucoup d'éléments techniques dans une question citoyenne. Écoutez, je vous encouragerais à nous envoyer un courriel étoffé pour qu'on puisse le regarder plus attentivement et on verra ce qu'on peut faire avec le comité mobilité. Il y a plusieurs éléments là, dans votre question, puis je ne suis pas capable d'y répondre ce soir. C'est trop technique. Donc, s'il vous plaît, faites-moi un courriel détaillé et on va voir comment on pourra continuer la sécurisation de l'arrondissement, particulièrement pour nos plus jeunes qui veulent se rendre à l'école et favoriser aussi le transport actif dans l'arrondissement. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour votre question. M. Villandré. Question de François Gagné. Question pour M. Pierre Le Sablet. Vu le désaccord des citoyens qui ont manifesté samedi le 20 novembre 2021, est-ce que la Caisse de dépôt placement du Québec Infra a demandé la position officielle du CCU, Comité d'urbanisme de la Ville de Montréal, avant de présenter un tracé aérien du REM? Si oui, le rapport a-t-il fait l'objet d'une résolution au conseil d'arrondissement concerné? Merci, M. Gagné, pour votre question. Rebonjour. On s'est parlé samedi. Vous m'avez avisé de votre question et je crois que M. Beaulieu aussi de mon bureau vous a parlé aujourd'hui. Donc, comme je vous disais en fin de semaine, le CCU n'est pas responsable de l'étude du projet parce que l'arrondissement n'a aucune autorité sur le projet parce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec est dotée d'une loi votée à l'Assemblée nationale
qui lui permet de bypasser la réglementation municipale. Cela dit, je comprends l'essence de votre question, c'est-à-dire de nous assurer que tous les tracés qui soient proposés par la Caisse de dépôt et de placement sont analysés rigoureusement par l'arrondissement pour nous assurer que le REM de l'Est tire le quartier vers le haut et non pas vers le bas. Donc, on s'entend que pour ce qui est du tracé aérien, il y avait une très belle mobilisation en fin de semaine. J'y ai participé avec la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe aussi, où est-ce qu'on a discuté avec plus des dizaines de citoyens, où est-ce qu'on a répété notre position de la mairesse, de notre parti et de moi-même, soit que la rue Sherbrooke à l'est de la 25 dans Mercier-Est est trop étroite pour accueillir un REM aérien et que le souterrain doit assurément être analysé. Donc, on continue de travailler sur ce dossier-là. On souhaite que le REM soit quelque chose de positif pour notre quartier. Suite à une rencontre avec la mairesse, pas plus tard qu'aujourd'hui, M. François Legault, premier ministre du Québec, s'est positionné comme étant favorable à investir davantage dans le projet du REM de l'Est pour assurer son acceptabilité sociale. Donc, je crois que notre message porte de plus en plus et nous devons continuer de le porter pour nous assurer que le REM de l'Est soit socialement acceptable. Merci, M. Gagné, pour votre question. M. Villandré. Question de Louis Langelier. Comme on a pu le constater le 14 septembre dernier, la présence de la zone 0020 dans le secteur concerné lors du vote dans le projet Grace Dart a écrasé la voix des résidents des 5 autres zones contiguës. La présence de cette immense zone a rendu toute contestation impossible malgré la mobilisation de 224 citoyens à proximité du projet. Cette zone 0020 devrait être subdivisée en 3, par exemple de la façon suivante. De Rodolphe Mathieu à Alexis Contant, de Chouinard à Le Breton, de Renty à Pierre Chevrier. Lors de la séance du 4 octobre où cette distorsion a été soulevée, le maire a convenu que le zonage est parfois bizarre. Nous attendons donc une réponse rapide et positive du Conseil pour y rééquilibrer le zonage, et ce, avant que le projet du 6853 Sherbrooke-Est, le projet Pacini, revienne devant le Conseil, puisqu'à partir de ce moment, le zonage ne pourra plus être modifié. Merci, M. Langelier, pour votre question. Je crois qu'on l'a déjà abordé à quelques reprises dans des conseils d'arrondissement précédents. Donc, nous sommes favorables à une modification du zonage de l'arrondissement pour qu'il y ait davantage de conformité et tout ça. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. C'est un mandat qui a déjà été donné à la direction de l'aménagement urbain. Il y a, cela dit, c'est un travail immense, c'est un travail de moine que de réviser toutes ces zones-là et nos ressources, avouons-le, humaines sont limitées. On a en plus de ça des petits dossiers comme des petits dossiers là, qui prennent un peu de temps, comme le REM de l'Est, comme Raymond Logistique, qui font partie des dossiers supplémentaires de la direction de l'aménagement urbain qui nécessitent énormément d'investissement, de temps et d'énergie de notre part. Donc, le processus est en cours. Cela dit, on ne peut pas se commettre sur un échéancier. Et deuxièmement, je ne peux pas non plus me commettre que ce sera nécessairement une subdivision en 3, que la zone 0020 sera divisée en 3 d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un grand processus administratif qui est en cours et on va faire le travail de la meilleure façon possible avec les ressources limitées que nous avons. Merci, M. Langelier. M. Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Question de Laurent Lebuy. Les changements climatiques ont déjà des conséquences néfastes dans nos vies et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne pourra sans doute pas les faire disparaître. Aussi, le temps est venu de nous adapter à ces changements climatiques si on veut profiter de la beauté de notre ville. En conséquence, que comptez-vous faire pour adapter notre arrondissement aux changements climatiques? De manière plus précise, comment comptez-vous impliquer les citoyens dans la réalisation de cette adaptation?
Merci, M. Lebuy, pour votre question. Il y a beaucoup de choses que l'arrondissement peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour réussir la transition climatique à Montréal. Premièrement, on se base sur le plan climat de la Ville de Montréal qui a été adopté en 2020 et qui a comme objectif le premier objectif court terme, entre autres, il y en a plusieurs des objectifs, mais celui qui porte le plus, c'est celui de la réduction de 55 de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est dans 8 ans. Il y a ce plan climat de Montréal est public, vous pouvez le voir sur le site montréal.ca. Et l'arrondissement, suite à l'adoption de ce plan-là, l'arrondissement s'est mis à développer un plan climat local pour prendre ce qui est exigé dans le plan climat à la Ville-Centre et voir comment l'arrondissement peut l'appliquer localement parce que l'arrondissement a certains pouvoirs locaux que la Ville-Centre n'a pas. Donc, on a déjà adopté l'ébauche de ce plan climat local-là au mois de septembre dernier. Vous pouvez le trouver aussi sur la page web de l'arrondissement. C'est une solide ébauche qui va nous servir de base de discussion pour un forum citoyen pour la transition climatique dans MHM qui devrait avoir lieu d'ici le printemps. Et avec cette consultation publique-là, on va souhaiter mobiliser les citoyens sur différentes questions, sur comment les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent soutenir eux aussi la transition climatique. Il y a différents enjeux, le verdissement, la déminéralisation. On veut que les citoyens s'impliquent le plus possible. Aussi, qu'ils abandonnent de plus en plus l'auto solo et qu'ils favorisent les modes de transport actifs que sont la marche et le vélo. On va essayer de les accompagner là-dedans le plus possible. La densification autour des stations de métro pour empêcher l'étalement urbain. Une action forte pour favoriser l'usage du compostage parce qu'à Montréal, il n'y a pas plus qu'un quart des Montréalais qui compostent convenablement et les Québécois, on est parmi les plus gros jeteurs de déchets en Amérique du Nord. Donc, c'est un triste record pour nous. Bref, tous ces éléments-là, il y a plusieurs informations que vous pouvez retrouver sur le plan climat de la Ville de Montréal et le plan climat local de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve que vous pouvez trouver sur nos sites web respectifs. Et j'espère vous voir au Forum citoyen que nous tiendrons d'ici ce printemps. Merci, M. Lebuy, pour votre mobilisation sur cette question cruciale. M. Villandré. Question de Christian Marcotte. Dans le dossier du refuge temporaire Royal Versailles, quel est le statut d'avancement de la recherche de sites alternatifs afin de pouvoir confirmer la date de fermeture de cette mesure temporaire qui affecte négativement notre quartier depuis déjà plusieurs mois? Sous question, lors du dernier conseil de l'arrondissement, les résidents ont signalé une fois de plus les problèmes importants d'itinérance, de consommation et de vente de drogue aux stations de métro Radisson et L'Angelier, et la situation ne semble pas s'améliorer depuis. Quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en place pour régler cette situation? Et est-ce que l'arrondissement va bénéficier des nouveaux effectifs policiers promis en campagne électorale afin de ramener la sécurité aux abords de stations de métro? Merci, M. Marcotte, pour votre question. Je laisse la parole à la conseillère du district Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, bonsoir, M. Marcotte. Merci de votre question et merci de votre implication. Je sais que vous siégez notamment sur les groupes de travail encadrés par MOQS et l'arrondissement. Vous savez que c'est aussi un excellent moyen d'être tenu informé des nouveautés dans le dossier et de l'application des ressources de la ville. Il y a une rencontre qui sera prévue demain à cet effet. Alors, pour répondre à votre question, la première partie de votre question, vous le savez, la ville collabore avec Québec, donc santé et services sociaux. Et pour le moment, les recherches de sites ne sont pas concluantes. Donc, les nouvelles de ces recherches vont être transmises aux résidents dès qu'elles pourront être appliquées. Donc, on attend et évidemment, on ne manquera pas de donner des nouvelles à ce moment-là. Ensuite, sur les mesures concrètes qui sont en ce moment mises en place, il y a un énorme travail au niveau de la sécurité publique qui est fait. Localement, je peux vous parler évidemment de l'équipe EMIC
qui est une équipe policière qui, à la fois, est gérée en collaboration entre la STM, le SPVM et le service de la diversité sociale à la ville. C'est une équipe qui est exclusivement dédiée à l'itinérance dans les édicules de métro, autour des stations de métro. Et on sait, et M. Trudel, s'il le souhaite, pourra en témoigner, que les équipes sont en train de patrouiller. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement important de savoir, c'est que quand on pense l'itinérance, il y a tout un tas d'enjeux extrêmement complexes qui sont rattachés à la problématique de l'itinérance. Vous l'avez dit, des enjeux parfois de consommation, de santé mentale. Il y a aussi, en plus de ça, des enjeux parfois de profilage social qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est extrêmement complexe à dénouer et ça nécessite absolument le travail d'intervenants sociaux sur le terrain avec la police. Donc, une police de proximité, c'est ça qu'on est en train de rétablir en ce moment avec la collaboration pleine et entière du SPVM et des postes de quartier. C'est quelque chose auquel l'administration de Madame Plante et nous, localement, on est très attachés. Donc, ça va venir répondre aux problématiques que vous vivez, vous, en tant que citoyen. Et je peux comprendre que c'est extrêmement déstabilisant pour des citoyens de vivre autour d'un refuge. Mais ceci étant dit, l'itinérance existe, on doit s'y atteler, on doit s'assurer qu'on vient en aide convenablement avec des mesures structurantes à ces personnes qui sont extrêmement marginalisées. Et donc, c'est le travail qu'on est en train de faire. Ça ne se fait pas en un jour parce que je viens de le dire, c'est extrêmement complexe. Ça nécessite l'aide des intervenants communautaires, des organismes. On sait aussi qu'ils sont extrêmement débordés. Et je tiens à saluer ce soir le travail de CARE, de l'anonyme, de Dopamine, tous les gens qui sont sur le terrain. On a la chance de les avoir dans le quartier et c'est extrêmement important qu'on s'en souvienne. Ils sont là et c'est des ressources qui sont à pied d'œuvre tous les jours pour les personnes marginalisées, mais pour vous aussi les résidents. Donc évidemment, on est au travail, on s'y attelle, on est préoccupé par la situation, donc comptez sur nous. Merci beaucoup, Madame Hassan Cournol. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, question de Dave Gourde. Qui a eu l'idée d'installer le REM aux abords du métro Radisson? Est-ce une réelle consultation citoyenne que vous comptez faire? Est-ce que notre opinion compte ou le propriétaire de la place Versailles a plus de poids? Oui, merci, Monsieur Gourde. C'est une petite question qui ouvre de très grandes portes. Écoutez, présentement, il n'y a qu'un seul scénario de référence du REM de l'Est, c'est celui de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et il ne passe pas par Radisson, il passe par le métro Honoré-Beaugrand et en aérien sur la rue Sherbrooke. Et donc, ce que l'arrondissement a fait, c'est mandater en février dernier une firme qui analyserait différents scénarios et qui démontre les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'on veut quand on fait un grand projet de transport en commun? C'est d'analyser les différents scénarios, de voir les pour et les contre pour prendre la décision la plus éclairée possible. Et dans cette situation bien particulière où est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec peut bypasser la réglementation municipale, eh bien, notre responsabilité, c'est de proposer le plus possible des scénarios qui sont constructifs. Donc, nous, c'est la Caisse de dépôt qui va construire le REM, ce n'est pas la Ville de Montréal. Et cela dit, il y a donc 2 consultations parallèles à ce dont vous parlez. Pour ce qui est du REM de l'Est, il y aura un bureau d'audience publique en environnement, aussi connu sous le charmant nom de BAP, qui aura lieu ce printemps, en tout cas qui est prévu ce printemps. Et pour ce qui est du projet particulier d'urbanisme de Radisson, soit un PPU, de son charmant nom, le PPU Radisson, il y a eu des pré-consultations cet automne et il y aura donc il y a un mandat donné à l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, pour faire une vaste consultation sur l'avenir du secteur. Et les citoyens seront fortement encouragés d'y participer. Le mandat est prévu pour la consultation citoyenne du PPU Radisson à l'automne 2022. Donc, il y a des consultations qui sont en cours. Certains considèrent qu'elles ne sont pas suffisantes. Je peux les comprendre, mais elles existent et je suis transparent avec ce qui est prévu.
Donc, merci beaucoup, M. Gourde, pour votre question. C'était la dernière question du conseil de période. Voyons, je commence à perdre le tour, on dirait. Donc, ça va revenir. C'était la dernière question de la période de questions des citoyens. M. Villandry, merci beaucoup d'avoir prêté votre voix aux arrondissements de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Et je cède donc la parole à Mme Tocheva pour la suite de la séance. Merci, Monsieur le maire. On poursuit avec le point 10.06, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 4 octobre 2021. Vous le proposez? C'est moi. Je propose d'appuyer par M. Caldwell. Désolé, petit bug de micro. Merci. Donc, 10.07, déposer les rapports de consultation écrite tenus du 14 au 28 octobre 2021. Merci. 20.01. Autoriser le report de la somme résiduelle de la contribution financière accordée en 2020 à la table de quartier Solidarité Mercier-Est dans le cadre de la démarche de réhabilitation urbaine intégrée du secteur sud du Mercier-Est, zone prioritaire, soit la somme totale de 22 180 $ pour la période de novembre 2021 à septembre 2022. Approuver la convention addenda à cette fin. Je propose, appuyé par Mme Hassan Cournol, 30.01. Affecter une somme de 43 446 $ provenant de surplus de l'arrondissement pour des contrats dans le cadre de la planification de l'ère Todd Radisson. Je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol et 30.02, soit le dossier ajouté. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal, volet projet d'achat de mobilier ou d'équipements spécialisés. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.01. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposer une cotisation. Il faut adopter une résolution aussi. Oui, je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.02. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve visant à modifier certains usages autorisés et les densités dans les zones 0249, 0385 et 0671, à favoriser l'agriculture urbaine et à ajouter des nouveaux objectifs et critères pour le secteur écoparc industriel de la Grande Prairie, assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol, 40.03. Retirer le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve et le règlement sur les usages conditionnels afin de modifier le nombre minimum d'étages autorisés et le taux d'implantation au sol pour la zone 0661. Je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol, 40.04. Autoriser l'occupation du domaine public pour divers événements et édicter les ordonnances permettant la fermeture de rues, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la consommation et la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non alcooliques, ainsi que la vente d'articles promotionnels reliés à l'événement. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.05. Édicter une ordonnance permettant l'agrandissement d'environ 5,5 mètres de la zone de débarcadère pour la garderie située au 6533 rue Beaubien. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.06. Édicter une ordonnance interdisant le virage en U à l'approche ouest et est de la rue Sherbrooke-Est à l'intersection de la rue Jacques-Porlier. Je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol, 40.07.
Édicter une ordonnance visant la fermeture à la circulation de la rue Beauclerc entre les rues Ontario-Est et La Fontaine. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol, 40.08. Édicter une ordonnance visant à instaurer 2 arrêts obligatoires aux approches nord et sud de l'intersection des rues des Hôtels et Jean-Lecomte. Je propose appuyé par M. Caldwell. Le point 40.09 étant retiré, on peut donc passer au point 51.01. Nommer M. José Pierre au poste de directeur du Bureau des projets et des services aux citoyens à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter de 27 novembre 2021. Je propose, appuyé par M. Caldwell, M. José Pierre, toutes mes félicitations et mes chaleureuses bienvenues dans notre équipe de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On est très enthousiaste de travailler avec vous. Bienvenue. 51. Ah, oui, M. José Pierre, allez-y. Oui, je voulais simplement dire merci. Ça va être un grand plaisir de collaborer ensemble. Et 51.02. Nommer un maire ou une mairesse d'arrondissement suppléant pour les mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2022. Je propose de nommer Mme Hassan Cournol, appuyée par M. Eric Alan Caldwell pour les mois de décembre 21 et janvier, février, mars 2022. 70.01, la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions de la part des membres du Conseil? Il n'y en a pas. On peut donc lever la séance au point 70.02. Toutes mes félicitations à mes nouvelles collègues qui viennent vivre ce soir leur premier conseil d'arrondissement, Mme Zuniga-Ramos et Mme Hassan Cournol. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous les citoyens pour leurs questions et particulièrement ceux qui ont toffé jusqu'à la fin. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.